Mesdames et messieurs, bonsoir et ravi de vous retrouver sur notre chaîne, deuxième chaîne nationale, mais aussi sur NATV International, c'est 18h local du Caire. Ce temps donc de notre joint complet en langue française que j'ai le plaisir de vous présenter aujourd'hui en compagnie de Donna Helmi. Donna, bonsoir. Bonsoir Henny, bonsoir à toutes et à tous. Voici tout de suite les principaux titres de l'actualité. Le président Abdel Fattah al-Sisi arrive à Oslo, la capitale norvégienne, dans sa deuxième étape de sa tournée européenne. Participant au Forum de Doha 2024, Moustapha Madbouli souligne l'intérêt accordé par l'Égypte au renforcement de sa coopération avec le Qatar. Et enfin, le pouvoir de Bachar al-Assad s'effondre en série face à l'offensive fulgurante des factions armées et plonge le pays dans l'incertitude. Eh bien, la une de l'actualité, c'est le président Abdel Fattah al-Sisi qui est arrivé aujourd'hui à Oslo, la capitale norvégienne, deuxième étape de sa tournée européenne, qui l'a déjà amené au Danemark. Aujourd'hui, le président al-Sisi doit assister à une cérémonie informelle organisée par le Premier ministre norvégien et demain, il commencerait ses activités officielles. Le président al-Sisi aurait un tête-à-tête et une réunion élargie avec le Premier ministre norvégien. Ensuite, il y aurait une signature de nombre d'accords sur la coopération bilatérale. Le président al-Sisi devrait ensuite se réunir avec le roi de Norvège au palais royal. Le président se rendrait aussi au Parlement norvégien pour un entretien avec le président du Parlement. Cette visite s'inscrit dans le cadre du renforcement de la coopération entre l'Égypte et l'Union européenne, citant que le président Abdel Fattah al-Sisi avait quitté le Danemark au terme d'une visite officielle. Le roi Frédéric de Danemark et la reine Marie, ainsi qu'un nombre de responsables norvégiens, étaient à l'adieu du président al-Sisi à l'aéroport. Avant de quitter, le président al-Sisi a signé dans le livre d'or du Palais royal. D'autre part, le ministre égyptien des Affaires étrangères, Badr Abdelati, a affirmé que le président Abdel Fattah al-Sisi avait été bien reçu à son arrivée à la Norvège. M. Abdelati a déclaré qu'au cours de cette visite, un nombre d'accords et de protocoles seront signés dans divers domaines tels que l'hydrogène vert et l'ammoniac. Abdelati a d'autre part mis l'accent sur la convergence de vues du Caire et d'Oslo en ce qui concerne la cause palestinienne. Rappelons que la Norvège est le quatrième pays à reconnaître l'État palestinien. Le Premier ministre Moustapha Madbouli a participé aujourd'hui aux travaux du deuxième jour de la 22e version du Forum de Doha 2024. Dans son allocution prononcée lors de la séance perspective de coopération dans un monde fragmenté, M. Madbouli a affirmé que ce qui se passe dans la bande de Gaza est une punition collective contre les Palestiniens, soulignant la nécessité de mettre en application la solution à deux États. Moustapha Madbouli a également appelé la communauté internationale à conjuguer ses efforts pour aboutir à un règlement de la cause palestinienne qui menace la région tout entière. Toujours en marge de sa participation au nom du président Abdel Fattah al-Sisi aux travaux de la 22e édition du Forum de Doha 2024, le Premier ministre Dr Moustapha Madbouli a souligné le grand intérêt accordé par l'Égypte au renforcement de sa coopération avec le Qatar dans les divers domaines. Lors de sa rencontre avec le Premier ministre qatari, Cheikh Mohammed bin Abdelrahman Al Thani, à investir la communication entre les deux pays au cours de la prochaine période. Il a ajouté qu'il existait de nombreuses opportunités prometteuses d'investissement en Égypte. De son côté, le Premier ministre qatari a dit aspirer à optimiser la coopération bilatérale avec l'Égypte et augmenter le volume des investissements conjoints afin de réaliser l'intérêt des deux pays. D'ailleurs, Moustapha Madbouli a affirmé que les relations égypto-qataries sont bien distinguées actuellement, prévoyant davantage de coopération et de coordination entre les deux pays dans les divers domaines au cours de la prochaine période. Moustapha Madbouli s'exprimait lors de sa réunion à Doha avec l'association des hommes d'affaires qataris, présidée par Hassan Ibrahim, premier vice du PDG de l'association. Au cours de la réunion, Moustapha Madbouli a abordé l'ensemble des perspectives d'investissement touristique valables en Égypte.
soit dans la côte nord ou dans le Caire. Il a dénombré les opportunités d'investissement touristique sur les Nils et dans la nouvelle capitale administrative. À cette occasion, M. Madbouli a affirmé que tous ceux qui entendent investir dans ces projets vont obtenir une licence d'or qui doit leur faciliter la mise en place la plus rapide des projets. En fait, l'Observatoire syrien, des droits de l'homme, L'OSDH a fait état d'une série de frappes israéliennes aujourd'hui sur des sites de l'armée, notamment des dépôts d'armes près de Damas, et ça après la prise de la capitale par les factions armées. Le directeur de l'OSDH a déclaré que des frappes israéliennes ont ciblé des positions de la 4e division de l'armée syrienne près de l'aéroport militaire de Mazeh, notamment des dépôts d'armes. Bien, le personnel de l'ambassade d'Irak en Syrie a été évacué aujourd'hui par la route vers le Liban après l'entrée à Damas d'une coalition de factions armées qui annonçait la chute du président Bachar el-Assad. C'est ce qu'a indiqué une source diplomatique irakienne. D'autre part, la télévision d'État iranienne a affirmé aujourd'hui que l'ambassade d'Iran en Syrie a été saccagée. L'Iran n'avait dans l'immédiat pas commenté la chute de son allié Bachar el-Assad après une offensive fulgurante des factions armées. La télévision d'État iranienne a déclaré que des inconnus ont attaqué l'ambassade iranienne après l'entrée à Damas d'une coalition de factions armées et qui annonçait la chute du président Bachar el-Assad, dont l'Iran a été un allié indéfectible. En fait, deux sources de sécurité ont annoncé que le Hezbollah avait retiré ses forces de la périphérie de Damas et de la région de Homs dans l'ouest de la Syrie. Des secteurs qui abritaient notamment des entrepôts d'armes. Certaines de ces forces se sont dirigées vers Latakia, ou plutôt dans l'ouest, et dans d'autres vers la région du Hermel au Liban. Bien, l'armée israélienne a annoncé aujourd'hui s'être déployée dans la zone tampon démilitarisée du Golan, dans le sud-ouest syrien, à la lisière avec la partie de ce plateau occupé et annexé par Israël. Cette dernière a indiqué dans un communiqué qu'à la lumière des développements en Syrie et sur la base de la possibilité que des groupes armés pénètrent dans la zone tampon, l'armée y a déployé des forces dans plusieurs points clés nécessaires à la défense afin d'assurer la sécurité des communautés du plateau du Golan et des citoyens israéliens. Rappelons qu'Israël a conquis une partie du Golan sur la Syrie lors de la guerre israélo-arabe de 1967 avant d'annexer ce territoire en 1981. Cette annexion n'est pas reconnue par l'ONU. En 2014, la FNUD avait dû abandonner ses positions dans la partie syrienne du Golan quand des groupes terroristes de l'ex-branche syrienne d'Al-Qaïda s'étaient emparés du secteur. Ces derniers avaient pris graduellement plusieurs zones du Qantra, dont le passage entre la partie syrienne du Golan et la partie du plateau occupé par Israël. Quant à la Jordanie, elle a affirmé l'importance de maintenir la sécurité et la stabilité en Syrie après le départ du président Bachar el-Assad de Damas et la prise de contrôle de la capitale syrienne Damas par les factions armées. Pour sa part, le roi jordanien Abdallah II a examiné les derniers développements survenus sur la scène régionale, notamment la situation en Syrie, au cours de la réunion du Conseil de sécurité nationale jordanien. D'autre part, le ministère des Affaires étrangères jordanien a appelé les citoyens jordaniens résidant et présents sur place à quitter le territoire syrien le plus tôt possible, et ce au lendemain de la fermeture par Amman, le seul point de passage opérationnel entre les deux pays.
Bien, le président américain Joe Biden, le président sortant, donc Joe Biden, suit attentivement les événements extraordinaires en cours en Syrie, où les factions armées revendiquent la prise de Damas et assurent que le président Bachar el-Assad a pris la fuite. Selon la Maison-Blanche, il s'agit en fait du président Donald Trump qui suit aussi de son côté l'évaluation ou l'évolution de la situation en Syrie pour la Turquie qui a soutenu certaines factions armées. Ce pays exhorte les acteurs internationaux et régionaux à assurer une transition en douceur après l'effondrement du régime syrien. Le chef de la diplomatie turque a déclaré que son pays était en contact avec les factions armées en Syrie pour s'assurer que le groupe Hayat Tahrir al-Sham et le Parti des travailleurs du Kurdistan ne profitent pas de la chute du régime de Damas pour étendre leur influence. De son côté, la France salue la chute du régime Bachar el-Assad après plus de 13 ans de ce qu'elle appelle répression d'une grande violence contre son propre peuple. Et la France a appelé ainsi les Syriens à rejeter l'extrémisme au lendemain d'une offensive fulgurante des factions armées. La France appelle au respect de la souveraineté et de l'intégrité territoriale de la Syrie et sur le plan intérieur à une transition politique pacifique et respectueuse de la diversité du peuple syrien qui protège les civils et toutes les minorités. Paris affirme également qu'il prendra toutes les aides aux Syriens afin de trouver le chemin de la réconciliation, de la reconstruction à travers une solution politique inclusive conformément à la résolution 2254 du Conseil de sécurité des Nations Unies. Le Kremlin a de son côté affirmé aujourd'hui que le président syrien Bachar el-Assad avait démissionné de son poste et quitté la Syrie après l'offensive des factions armées. Selon le porte-parole du ministère russe des Affaires étrangères, Bachar el-Assad a décidé de démissionner de son poste présidentiel et a quitté le pays suite à des négociations avec un certain nombre de participants au conflit armé sur le territoire de la Syrie. Il a également donné l'instruction de procéder au transfert du pouvoir de manière pacifique. En réaction, le ministère chinois des Affaires étrangères a espéré que la Syrie avait indiqué que Pékin suivait de près l'évolution de la situation en Syrie et espérait également que la Syrie retrouvera la stabilité dès que possible. Selon le ministère chinois, le gouvernement chinois a activement aidé les citoyens chinois désireux de quitter la Syrie de manière sûre et ordonnée et a maintenu le contact avec les citoyens chinois restés en Syrie. Le ministère a ajouté que Pékin a exhorté les parties syriennes concernées à prendre des mesures pour assurer la sécurité des institutions du personnel chinois en Syrie, précisant qu'à l'heure actuelle, l'ambassade de Chine en Syrie tient bon et continue également à fournir une assistance complète aux citoyens chinois qui en ont besoin. Eh bien, on termine ce journal avec les territoires occupés où l'armée de l'occupation israélienne a lancé une ceinture de feu autour de l'hôpital de Kamal Adwan dans le nord de la bande de Gaza. L'aviation israélienne a de son côté bombardé un groupe de citoyens dans... Dernière nouvelle, nous devons clôturer notre édition de notre Jean Complet en langue française. Merci beaucoup pour votre attention. Merci Donna. Merci Hani. Très bonne suite de programme, madame, monsieur.